Bienvenue dans l'épisode le plus putaclic de la chaîne. Je pense que vous le savez tous, mais les vidéos tier list sont celles qui souvent rapportent le plus de vues en un laps de temps assez court. Comment ça? Je l'ai déjà fait? Dans cet épisode, je vais m'essayer à un exercice complet sur l'aspect des tier lists. Je m'explique. Sur les réseaux sociaux, dès qu'une tier list sort sur n'importe quel sujet, une guerre sanglante se déroule dans les commentaires. Si sanglante qu'elle ferait pâlir de terreur un Night Lord. Cette joute verbale prend souvent racine à travers des désaccords, souvent triviaux, voire de temps en temps aberrants. Afin de me protéger, tel un capitaine primaris derrière son bouclier, je vais être clair. Cette vidéo tier list se base sur des données de tournois solo. Donc les aficionados du format par équipe, ce n'est pas fait pour vous. Les données sont enregistrées sur la période du 3 juillet au 30 octobre 2022. Vous trouverez le lien des sources, sur lesquelles je m'appuie comme d'habitude en description. Commençons par le dernier tiers. Oui, il faut bien que j'augmente le temps de visionnage de cet épisode. Le tier 4 débute avec les Imperial Fist, 24% de victoire. Bien qu'ils aient une tactique de chapitre intéressante, ignorant le couvert léger afin d'empêcher l'amélioration des sauvegardes adverses et l'explosion des touches avec les armes à bolter. Ce n'est pas si mauvais en soi. Mais les armes bolter sont vieillissantes en termes de règles, depuis que certaines armées ont vu leurs caractéristiques s'améliorer, notamment les orques, qui sont passés d'endurance 5 au lieu de 4, augmentant ainsi la difficulté pour les blessés, ou l'arrivée de l'armure du mépris, réduisant ainsi le peu de pénétration d'armure que possédaient les bolters. On va s'épargner une perte de temps sur l'analyse de leur super doctrine, elle est merdique. Au niveau du scoring, ils ne sont pas aidés non plus, avec un objectif secondaire qui leur apporte en moyenne 6 points sur 15. Pour vous dire, il arrive à peine en concurrence avec Engage on All Front. Bref, rien ne les aide. Passons à la suite. Pour continuer d'enterrer les Imperial Fist, même leurs successeurs réussissent mieux avec 26% de victoire. Les Crimson Fist. On a les mêmes problématiques. Le seul changement vient de leur trait de chapitre. Au lieu d'ignorer le couvert léger, lorsque vous faites des attaques à distance, si l'unité que vous ciblez a 5 figurines de plus que la vôtre, vous obtenez un +1 pour toucher. Cela améliore le match-up contre les listes de Horde et vous oblige à jouer en MSU. Mais rien de transcendant. Ensuite, nous avons la Raven Guard avec 36% de victoire. Un trait de chapitre améliorant la résilience globale de l'armée, c'est pas mal. Une super doctrine favorisant la destruction de personnages vous permettra de venir à bout de certaines armées en abusant particulièrement avec le capitaine Phobos et sa Magic Bullet. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite à visionner le premier épisode que j'ai fait sur Warhammer 40 000. Le lien en description. Vous avez aussi des capacités d'infiltration violentes quand vous avez le premier tour, potentiellement désastreuses lorsque vous ne l'avez pas. Le secondaire reste en correct avec une moyenne de 8 points. Augmentons un peu le niveau, mais pas trop, il ne faudrait pas s'emballer. Avec 37% de victoire, les Ultramarines ne finissent pas derniers, et c'est déjà pas mal. Ils ont tout de même un peu d'aide. Leur primarque est jouable et apporte énormément d'améliorations, que ce soit des points de commandement supplémentaires que des relances. Mais quelles sont les armées qui ne possèdent pas de relance dans leur liste? Bien vu aucune. Donc rien d'exceptionnel en soi. Certes, on a la possibilité de tirer lorsque l'on désengage, mais les taux le font mieux et plus fort. Car au final, l'arsenal des Ultramarines reste celui que possèdent tous les autres chapitres, sans avoir de particularité permettant de fiabiliser la létalité avec d'autres outils. Leur secondaire, avec une moyenne de 7 points sur 15, reste correct. Passons à l'Adeptus Mechanicus, 38% de victoire. Un arsenal létal et efficace reste néanmoins défavorisé sur ses objectifs secondaires, naviguant entre 6 et 8 points en moyenne. Cela ne leur permet pas d'augmenter leur performance. J'espère que les modifications apportées par la dernière balance Data Slate les aideront tout de même. Pour finir avec le tier 4, nous avons les Red Corsair, Black Templar et Deathwatch avec 39% de victoire. Bien que les traits Red Corsair soient efficaces, ils ont un manque cruel de mécanique à travers leur stratagème, ce qui les bloque dans pas mal de situations. Comptant pour 2 figurines, c'est très bien, mais si on n'est pas objectif sécurisé, c'est handicapant. L'objectif secondaire semblait intéressant à sa sortie, mais l'action se valide à sa prochaine phase de commandement, laissant ainsi l'adversaire la possibilité d'annuler l'action en mettant une unité à portée de l'objectif. Voire tout simplement de détruire l'unité avant qu'elle ne puisse valider l'action. Bref, avec une moyenne de 5 points, il ne faudra pas compter dessus. Du côté des Black Templars, nous avons une grande baisse du taux de victoire. À la sortie du codex, c'était le chapitre le plus performant à côté des Dark Angel et leur liste des Swings. L'armure du mépris n'existait pas, les Tomonka avaient une létalité aberrante, puis leur vœu apportant une invulnérable 5+, une mini transhumane à 3+, pour être blessé, et les différentes combinaisons de reliques d'escouade permettaient de pouvoir atteindre une résilience compétitive. Sans parler de leurs traits de chapitre les protégeant des blessures mortelles des différents aéronefs de l'époque. Bref, les Black Templars pallient aux nombreux prédateurs de la méta. Dans un premier temps, l'arrivée de l'armure du mépris a énormément réduit l'intérêt des Black Templars, car la possibilité de réduire les PA d'1 point, en cumulant l'apport d'un couvert léger, donne aux unités génériques Space Marine une sauvegarde allant de 3 à 5+. Le vœu Black Templar leur interdisant le bonus de couvert léger renversait complètement la donne avec cette nouvelle donnée. Si on regarde du côté des secondaires,
on se situe entre 4 et 6 points, ce qui oblige de partir sur des secondaires que tous les autres chapitres peuvent utiliser, et quitte à utiliser des secondaires génériques, pourquoi ne pas regarder ce que les autres chapitres peuvent apporter de plus. Enfin, la Deathwatch. Je ne vais pas vous mentir, actuellement les seules listes qui arrivent à faire de beaux résultats sont exclusivement tournées vers l'armée de renom. Cela limite énormément le style de jeu de la faction. Si on prend en compte leurs objectifs secondaires les plus intéressants, Suffer Not the Alien et The Long Vigil, pour le premier, nous sommes sur un objectif de destruction qui rapporte 7 points en moyenne. Mais cela ne fonctionne que contre les armées Xenos. Si vous vous retrouvez contre une armée du chaos ou de l'Imperium, vous pourrez oublier celui-ci. Pour ce qui est de Long Vigil, il vous obligera à garder le contrôle de votre zone de déploiement, car pour scorer, vous devrez empêcher votre adversaire d'y être, tout en ayant une de vos unités entièrement à l'intérieur. Autant vous dire que si les dés ne sont pas avec vous, ou que votre adversaire possède des capacités à rester sans sourciller un seul instant, cela va être difficile. Et la moindre perte d'unité de votre côté ouvrira des possibilités à l'adversaire pour vous empêcher de marquer vos points. Bien que, globalement, la Deathwatch soit dans le tier 4, c'est une faction dont il faut se méfier, car elle garde tout de même de très bons outils pour créer la surprise. Maintenant que le tier 4 est terminé, nous allons passer au tier 3 qui navigue entre les 41 et 44% de victoire. Nous commençons avec les Iron Warriors. Bien que les traits de la Légion soient intéressants, cumuler un ignore couvert léger et l'impossibilité de reroll pour être blessé, modifié via la balance Data Slate, deux traits permettant d'améliorer l'aspect létal de l'armée avec leur tir, ainsi que leur résilience via le no reroll. Mais lorsque l'on regarde de plus près au niveau de leurs objectifs secondaires, on se retrouve avec une moyenne de 3 points de victoire. Même leur ennemi juré, les Imperial Fist, se retrouve avec un meilleur secondaire, ce qui oblige les joueurs Iron Hands à devoir prendre des secondaires génériques ou de leur codex Space Marine du chaos. Donc pas de particularité par rapport aux autres légions. Nous retrouvons 4 factions, à 42% de victoire. L'Astra Militarum, les White Scars, Space Wolf et les Grey Knight. Du côté de l'Astra Militarum, pour ce qui est des secondaires, on navigue entre 4, 6, 10 et 11 points de victoire en moyenne. Nous avons donc deux objectifs secondaires ultra intéressants, Boots on the Ground et Inflexible Command. Mais les deux objectifs n'entrent pas directement en synergie, car d'un côté vous devez être présent dans les quarts de table, ainsi que la zone de déploiement adverse, tandis que l'autre vous oblige de rester à portée d'unité officier. Donc vous devez prévoir suffisamment d'officiers pour scorer sur celui-ci, tout en étant présent dans les quarts de table. Cela ne vous permet pas forcément de construire vos listes comme vous le souhaitez, ce qui expliquerait leur taux de victoire. Pour les White Scars, nous avons un objectif secondaire décent avec 7 points de victoire en moyenne. Une tactique de chapitre puissante permettant de charger après avoir désengagé ou avancé, et d'ignorer les malus pour toucher avec des armes d'assaut après avoir avancé. Pouvoir parcourir des distances importantes sur le champ de bataille, même pour les unités à pied, tout en optimisant les quelques tirs dont l'armée serait pourvue, permet aux White Scars de menacer n'importe quel point du champ de bataille. À la sortie de la V9, les White Scars faisaient partie des meilleures armées. Elles cumulaient mobilité et létalité grâce à leur doctrine de chapitre, augmentant les dégâts de leurs armes de mêlée d'1 point, transformant ainsi la moindre sauvegarde ratée par des pertes catastrophiques dans les unités ennemies. Mais la V9 a évolué vers de nombreuses factions capables de réduire les dégâts, annulant tout simplement la doctrine, ce qui précipita la chute des White Scars. Depuis l'arrivée de la V8, les Space Wolves n'arrivent plus à retrouver leur gloire d'antan, où les Wolfstars menaient le jeu. Même si en fin de V8, les listes à base de Wolfen arrivaient à remporter quelques événements. Leurs objectifs secondaires naviguent entre 6 et 10 points de victoire en moyenne, ce qui est assez bien. Warrior Pride avec 8 points dirige vers un jeu très agressif en dehors de votre zone de déploiement. Et Glory Kill avec 10 points vous oblige à prendre en compte dans la construction de votre liste des options de destruction contre les monstres, véhicules et personnages. La difficulté sera de trouver le bon mélange d'unités pour optimiser l'agressivité et la destruction. Ce qui explique pourquoi les listes réalisant de bons résultats tournent tout autour de la version successeur, avec les traits erronés plus tourbillon de rage, qui se cumulent parfaitement avec la doctrine de chapitre Savage Fury, sans oublier quelques stratagèmes aidant ainsi le côté destructif de l'armée, mais aucun outil performant pour améliorer la résilience. Cela vous donnera l'impression de toujours devoir sacrifier vos unités pour marquer des points de victoire, ce qui pourrait expliquer son taux de victoire et sa place dans la tier list. Du côté des Chevaliers Gris, comme tous les Space Marines, l'armure du mépris a donné un second souffle, et cela n'est pas suffisant pour relever toute une faction. Pour les secondaires, on est entre 7 et 9 points, intéressant mais pas transcendant. Surtout depuis le nerf de Purifying Ritual, vous obligeant à devoir contrôler le pion objectif. En dehors d'une excellente phase psychique, l'armée possède pas d'armes à haut dégâts, ou trop peu à forte pénétration d'armure pour fiabiliser la phase de tir, vous obligeant dans certaines situations à devoir concentrer la plupart de vos ressources sur une même cible. Elle garde tout de même un impact solide en phase de mêlée. À 43% de victoire, nous retrouvons les World Eaters, Dark Angel et Salamanders. Les World Eaters sont soutenus par un codex Space Marine du chaos plutôt performant, ainsi qu'un supplément White Dwarf leur permettant d'avoir des outils personnalisés. Il y a peu de choses à dire finalement.
car leur codex supplément est annoncé avec l'arrivée de leur Primarch Angron. Il est simplement bon de noter leur placement actuel, et nous verrons l'impact de leur supplément lorsqu'il sortira. Pour les Dark Angel, avec le nerf de Stubborn Défiance, avec 7 points en moyenne contre 11 durant Nashmoon, les listes tendent de plus en plus vers la Ravenwing contre la Deathwing. Cela s'explique par l'objectif Death on the Wing qui monte à 9 points en moyenne. Tout en cumulant la mobilité, l'objectif sécurisé, les sauvegardes invulnérables, et une létalité accrue en phase de tir, il y a tout de même une certaine faiblesse en phase de mêlée qui n'était pas présente dans les listes des swings. Du côté des Salamanders, avec l'arrivée de l'armure de mépris et la modification de leur trait de chapitre, voit leur résilience fortement améliorée. Ajoutez-y un objectif secondaire attrayant avec 9 points de victoire en moyenne, cumulé à une fiabilisation de la saturation des lance-flammes et la létalité des fuseurs, sans oublier des stratagèmes apportant de l'impact durant la phase de mêlée, fait des Salamanders l'une des meilleures armées old school Space Marine, car il ne faut pas l'oublier qu'ils se battent avec un supplément qui date de la vieille 8. Enfin, pour finir avec le tier 3, les Iron Reign avec 44% de victoire. Du côté de l'objectif secondaire, on atteint à peine les 7 points de victoire en moyenne qui nous obligera à choisir dans le codex Space Marine ou les génériques. La force des Iron Hands réside dans la frappe tour 1 qu'ils peuvent imposer grâce à leur doctrine de chapitre. Ignorez les malus de tir avec les armes lourdes si vous avez bougé, ainsi qu'une relance des 1 pour toucher. Cela encourage énormément les drop pods fourrés aux escouades Devastator, en passant par le Dreadnought Relic Contemptors amélioré en personnage pour empêcher votre adversaire de le cibler facilement. Équipez-le de double vol kit, d'un lance-missile, et vous obtenez une machine à tuer à chacune de vos phases de tir. Des stratagèmes améliorant légèrement votre impact durant la phase de mêlée, ainsi que votre résilience. Mélangez le tout et paf, 44% de victoire. Nous continuerons la suite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.